Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. La bande de Gaza compte ses morts après le bombardement barbare de l'armée de l'entité sioniste. 15 morts et 125 blessés sont à déplorer. L'Algérie, par la voix du ministère des Affaires étrangères, qualifie cette agression de sauvage et met la communauté internationale devant ses responsabilités. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection à l'établissement ministériel de la réserve générale de munitions. Il a procédé à l'inauguration de l'unité de démilitarisation des munitions à Djelfa. Au Maroc, la campagne de contestation se durcit. Les Marocains battent le pavé dans les 4 coins du pays pour demander le départ du Premier ministre marocain accusé de tous les maux. Cette campagne trouve son écho sur la toile et devient de plus en plus virale. Nous célébrons demain le 101e anniversaire de la création du Mouloudia d'Alger, un club pas comme les autres qui a porté les couleurs de l'identité nationale dans des moments difficiles. Halim Maouchi nous replonge dans cette histoire grâce à des images d'archives. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'Algérie condamne énergiquement l'agression sauvage conduite par les forces d'occupation israéliennes sur le secteur de Gaza et exprime sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui s'ajoute à une série interminable de violations systématiques à l'endroit des civils, et ce en violation manifeste de toutes les chartes et décisions internationales pertinentes. Tout en réitérant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, l'Algérie appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à une intervention urgente pour mettre fin à ces agressions criminelles et imposer le respect des droits du peuple palestinien. Ces images maintenant qui donnent froid dans le dos, l'armée de l'entité sioniste a une autre fois fait preuve de barbarie contre la population de Gaza. Les bombardements ont fait 15 morts, dont une fillette de 5 ans et plus de 125 blessés. Ce bilan est le plus lourd depuis la guerre de 11 jours de mai 2021. Couverture du correspondant de la télévision algérienne à Gaza, Wissam Abou Zaid, commentaire signé Badia Amarti. Pour le deuxième jour consécutif, l'armée de l'occupation sioniste a poursuivi son offensive sur Gaza, ce qui a entraîné l'augmentation du nombre des martyrs et des blessés. Tous sont des civils palestiniens. L'occupant a mené une opération lâche et a fait fi de tous les efforts consentis jusqu'alors par les médiateurs. C'est pourquoi les leaders de Saraya al-Quds, et dès les premières heures, ont pris sur eux de répondre à cette agression, faisant savoir que l'occupant est responsable de ces attaques et paiera pour ce crime. Les raids israéliens ont ciblé des bâtiments. 3 d'entre eux se sont effondrés complètement, causant une destruction massive, ce qui renseigne sur le degré de barbarie de l'occupant envers les civils. Des méthodes pourtant interdites par les lois internationales. Il est nécessaire d'aller vers une démarche pratique pour contraindre l'occupant israélien au respect des lois internationales en vigueur et des droits de l'homme en permettant au peuple palestinien d'aller vers l'autodétermination. Il est aujourd'hui plus que nécessaire pour la communauté internationale d'assurer la sécurité du peuple palestinien et de le protéger de ses crimes. La situation est chaotique, d'autant que les autorités de l'occupation maintiennent la fermeture des passages de la bande de Gaza, ce qui entraîne un grand risque de fermeture de la centrale électrique. Le ministère de la Santé a été appelé à mettre à la disposition des hôpitaux les moyens nécessaires pour soigner les blessés. Notre message au monde est d'arrêter immédiatement cette agression. Les organisations humanitaires et des droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge sont appelés à mettre pression sur l'occupant pour acheminer les médicaments et le matériel médical, notamment celui utilisé en salle d'opération, pour soigner les blessés. Si la fermeture des passages de Gaza est maintenue, nous risquons de vivre une véritable crise au niveau des hôpitaux. L'armée de l'occupation sioniste menace de mener d'autres agressions aériennes et terrestres sur la bande de Gaza, ce qui laisse prévoir une réponse des Palestiniens à la hauteur de cette agression.
La deuxième édition de la réunion de haut niveau décisionnel des parties à l'accord de paix et de réconciliation au Mali a clôturé ses travaux hier à Bamako par l'adoption d'un communiqué sanctionnant 5 jours d'intense dialogue entre les parties signataires de l'accord issu du processus d'Alger selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger. Dans son allocution de clôture, le chef du gouvernement malien, Choguel Maïga, a réitéré la volonté du président de la transition ainsi que le gouvernement de ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre sa part d'engagement prise dans le cadre de l'accord de paix. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine se félicitent aussi de la conclusion réussie de la réunion de haut niveau décisionnel sur certains aspects de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il note en particulier avec satisfaction le consensus auquel les parties sont arrivées pour l'intégration de 26 000 ex-combattants au sein des forces armées et de défense et d'autres services de l'État, ainsi que sur les réformes institutionnelles non liées à la révision de la Constitution. Les deux responsables relèvent la mise en place d'une commission ad hoc pour traiter d'aspects sur lesquels un consensus doit encore être trouvé, notamment en matière de gestion du cas par cas dans les cadres civils et militaires des mouvements signataires. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine félicitent les parties pour leur engagement renouvelé en faveur de la paix et la réconciliation et les assurent de la disponibilité continue des Nations Unies et de l'Union africaine dans le cadre de la médiation internationale conduite par l'Algérie et à continuer à œuvrer avec elle en vue de mener à son terme le processus de paix. À cet égard, elles attendent avec grand intérêt une réunion prochaine du comité de suivi de l'accord de paix. Dans l'actualité de ce samedi, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce samedi une visite de travail et d'inspection à l'établissement ministériel de la réserve générale de munitions, où il a procédé à l'inauguration de l'unité de démilitarisation et des munitions à Djelfa. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des chaînes de production de l'armée nationale populaire, notamment dans le domaine de la récupération et du recyclage des matières que d'autres entreprises industrielles militaires ont besoin d'utiliser et de développer des procédés de démilitarisation des munitions qui permettent de préserver l'environnement et de réduire le coût en devises et d'atténuer également la dépendance à l'étranger en termes de matières premières. Les détails avec Mejdad Ahmed. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, accompagné du commandant de la première région militaire, du directeur central du matériel et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de l'établissement ministériel, de la réserve générale de munitions et de l'unité de démilitarisation des munitions, où il a prononcé une allocution d'orientation au début de laquelle il a souligné que la munition constitue un nouveau pilier du tissu industriel ambitieux et prometteur de l'armée nationale populaire, et ce, conformément à la vision prospective du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'entame, je tiens à exprimer ma grande joie d'être aujourd'hui à l'établissement ministériel de la réserve générale de munitions. Pour procéder à cette occasion à l'inauguration d'une nouvelle unité qui vient s'ajouter à l'ensemble des établissements de production de l'armée nationale populaire. En l'occurrence, l'unité de démilitarisation des munitions qui constituera sans doute un nouveau pilier de notre tissu industriel ambitieux et prometteur. Dans ce sillage et à la lumière de la vision prospective de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à faire de 2022 une année de relance économique par excellence. Nous avons œuvré
à concrétiser cette démarche stratégique à travers la mise en pratique de la complémentarité escomptée entre les différentes unités de production de l'armée nationale populaire et ce en créant de nouvelles branches de production qui contribuent à l'effort industriel de l'armée nationale populaire et sont à même de garantir l'auto-approvisionnement en matières premières pour nos autres établissements. Notamment celles issues du recyclage de la récupération dans l'optique d'optimiser les capacités de production de l'institution militaire et de rationaliser les dépenses. Le général d'armée a affirmé que les grandes étapes parcourues par l'armée nationale populaire sont le fruit d'une stratégie réfléchie que le haut commandement a œuvré soigneusement à concrétiser afin de réunir toutes les conditions nécessaires permettant ainsi de hisser les capacités tactiques, opérationnelles, voire productives de notre armée. التي ما فتئ يقطعها الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحرير الوطني. Les grandes étapes parcourues par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, sont le fruit d'une stratégie réfléchie que le haut commandement a œuvré soigneusement à concrétiser afin de réunir toutes les conditions nécessaires à même de hisser les capacités tactiques, opérationnelles, voire productives de notre armée. De raffermir les facteurs de sa force et son état prêt, d'asseoir le socle de la puissance parmi ses rangs et de réunir toutes les conditions lui permettant de s'acquitter parfaitement des missions assignées. Des objectifs dont la réalisation nécessite inéluctablement de conjuguer les efforts de tous. تحتاج بالتأكيد إلى توحيد جهود الجميع لتحقيقها. Avant cela, le général d'armée avait suivi un exposé présenté par le commandant de cette nouvelle unité, portant sur son organigramme et ses missions, avant de procéder à l'inspection des différentes chaînes de production, à l'instar de l'atelier désassemblage de munitions, la salle de commande, l'atelier de fusion et écaillage des charges propulsives, l'atelier de fabrication des pains explosifs, l'atelier du gel explosif, ainsi que le four de destruction thermique et l'atelier de minéralisation des déchets in situ. Le général de corps d'armée a suivi avec intérêt les explications exhaustives données par les cadres et responsables de ces ateliers sur les étapes de démilitarisation, de récupération et de recyclage des différents types de munitions, ainsi que les équipements et outils utilisés à cette fin. Le général d'armée a saisi cette occasion pour exhorter les responsables, les cadres et les employés de cette unité à redoubler d'efforts pour hisser les missions assignées au niveau escompté et à veiller à la préservation de cet important acquis. Dans le dossier sahraoui maintenant, les délégations de plusieurs pays ont fait le déplacement pour participer au 4e congrès de l'Union des étudiants de Seriat al-Hamra et Wad al-Dahab. Les participants rencontrés par l'envoyé spécial de la télévision algérienne, Omar Touaguine, se sont engagés à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et se déterminer à véhiculer ce message du peuple opprimé à leur pays respectifs. Commentaire de Myriam Davis. Le 4e congrès de l'Union des étudiants de Seriat al-Hamra et Wad al-Dahab a été marqué cette année par une forte participation des étudiants étrangers, tous solidaires avec la cause sahraoui. Ce congrès est la voix du jeune étudiant sahraoui. Grâce à ce congrès, nous pouvons exprimer librement notre opinion.
L'étudiant sahraoui, l'ambassadeur de la question sahraoui, c'est pour cette raison que ce congrès joue un rôle primordial pour la sensibilisation des étudiants. Le 4e congrès de l'Union des étudiants de Saria al-Hamra est une étape importante dans l'histoire de la lutte du peuple sahraoui. Les participants ont convenu de la nécessité d'élargir l'élan de solidarité et de parvenir rapidement à une solution au droit de l'autodétermination du peuple sahraoui. À venir rencontrer donc les militants, les politiques et les associations concernant la situation, entre la situation qui est politique et même militaire. Et on essaye d'apporter une certaine aide, une aide du Parlement européen au niveau de la jeunesse, aider les jeunes pour l'éducation et aider tout ce qui est le développement et pouvoir apporter peut-être une sorte de conciliation entre les deux pour pouvoir apporter la paix, parce que tout le monde est à la recherche de la paix. L'objectif de notre visite est de connaître les préoccupations du peuple sahraoui, faire valoir ses revendications auprès de l'Union européenne. Notre mission est également de lister les besoins du peuple sahraoui et de voir comment nous pouvons aider les étudiants et les enfants. Nous n'allons épargner aucun effort pour aider le peuple sahraoui dans sa lutte. Aquí necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda y nos vamos a dejar, por nuestra parte nos vamos a dejar de un lado y hemos venido aquí sobre todo a poder amplificar la voz de los saharauis a toda Europa. My presence here is to convey the message from our president and president. Je suis porteur d'un message de la part de notre président sud-africain et de la part de notre ambassadeur en Algérie. Un message de solidarité avec le peuple sahraoui qui fait face à une occupation illégale du Maroc. Ce soutien se traduit par un appui moral et logistique afin de permettre à la race d'obtenir son indépendance. Le peuple sahraoui a le droit à l'indépendance et à retrouver son intégrité territoriale. Ce peuple fait face à une occupation illégale depuis 1975. Le Front du Polisario affirme l'importance de ce congrès et le rôle que joue l'Union des étudiants dans le soutien à l'armée sahraoui. L'étudiant sahraoui n'a pas baissé les bras et il poursuit toujours sa lutte contre l'occupant marocain. Nous sommes fiers d'accueillir ces délégations d'étudiants qui arrivent des 4 coins du monde. Cette rencontre est une étape importante qui traduit la mobilisation internationale avec la cause sahraoui et la résistance du peuple sahraoui pour arracher son indépendance. Et au Maroc, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les manifestants se radicalisent et semblent décider à faire tomber le gouvernement d'Akhanouch, accusé d'appauvrir les classes moyennes. Sur la toile, une campagne virale appelle au départ du gouvernement marocain. Les détails avec Malim Damissia. Au Maroc, les manifestations se multiplient et ne s'arrêtent plus. Les rues continuent de bouillonner. Tous réclament le droit à une vie décente et surtout le départ du chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, accusé d'inaction face à la situation socio-économique déplorable que vit le peuple marocain. Furieux, les Marocains envahissent les rues, pointant du doigt la politique d'Akhanouch qui a su tirer profit de la crise économique mondiale à travers sa société de distribution d'hydrocarbures, la première au niveau national. Toute la colère du peuple se focalise sur Akhanouch qui reste insensible face aux revendications du peuple marocain. Selon le magazine Forbes, la fortune personnelle du Premier ministre est estimée à 2 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches du Maroc, menant une vie de luxe sans se soucier de son peuple qui souffre au quotidien pour gagner sa vie. La campagne virtuelle Dégage Akhanouch, lancée ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, est devenue virale. Près de 600 000 comptes sur Facebook appellent le Premier ministre à démissionner. À la pression des réseaux sociaux s'ajoute la pression de la rue qui se radicalise de jour en jour. Avant d'aller à Tlemcen, on vous propose de revenir sur cet anniversaire, 101e anniversaire de la création du Mouloudia d'Alger, qui sera célébré demain. Un club pas comme les autres, créé pour défier la puissance coloniale, pour affirmer l'identité algérienne à travers le sport. Le club a été créé par Abdelrahman Aoufdi, Baba Hamoud, Halim Maouchi, a retrouvé des archives qui font parler le fondateur du Mouloudia. Regardez. Nous sommes dans les années 20 du siècle passé. Une période faste pour tous les Européens qui vivaient en Algérie, des citoyens à part entière et pour qui tout était permis.
Une Algérie prospère pour tous, sauf pour les Algériens qui, eux, étaient curieusement privés de tout, même du moindre loisir, comme le foot, pourtant sport populaire par excellence. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'un groupe de gamins jouait dans la rue avec un ballon en chiffon, Abdelrahman Ouf, dit Baba Hamoud, entend un militaire français dire à son ami sur un ton moqueur « Voici le Parc des Princes des Arabes ». Touché par ces propos insultants, Baba Hamoud décide alors de créer le premier club musulman de football en Algérie, une énième tentative, après plusieurs échecs de création d'associations sportives, souvent faute de moyens. Lorsqu'une association disparaissait, il fallait en créer une autre. Et c'est ainsi qu'on a pensé à créer le Mouloudia. Le Mouloudia a vu le jour le 7 août 1921. À sa création, il y avait moi, le secrétaire de l'association Khouja, Sadoun Allel, Msoudan Mustafa, Khaznaji était lui, notre trésorier, Bey Abdelrahman et Belghars Mohamed. Une mission pas du tout facile, car il était urgent de trouver les hommes qu'il fallait, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine administratif, pour gérer les affaires de l'association. Mais le plus difficile était de trouver le financement nécessaire pour éviter que cette association connaisse le même sort que ses précédentes, la disparition. Mais la détermination de ses créateurs finira par donner naissance à ce club qui portera un nom symbolique et fédérateur pour tous les Algériens qui rêvaient d'avoir enfin leur propre équipe de football. Le Mawlid al-Nabawi, ou ce que nous appelons chez nous le Mouloud, et qui correspond à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était à nos portes. Et l'un d'entre nous nous a suggéré le nom Mouloudia. Nous avons été séduits par l'idée, nous nous sommes dit Mabrouk et nous nous sommes félicités du nom trouvé, à savoir le Mouloudia. En plus du nom du club, le choix des couleurs du maillot était tout sauf anodin. Pour nous, le vert était le symbole de l'espoir et le rouge représentait le sang de nos victimes. Et tout le monde était heureux et fier des couleurs de notre maillot. Parfois, on mettait des chaussettes ou plutôt des bas blancs, ce qui complétait toute la symbolique qui était derrière notre démarche. C'est ainsi, et après toutes les démarches administratives, le Mouloudia allait enfin se consacrer à sa première mission, jouer au foot et offrir une vitrine à ce peuple opprimé jusque-là, même dans le domaine des sports. Archéologie pour terminer ce journal. Allons à Tlemcen où les entrailles de la ville n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Les fouilles archéologiques dans la ville portuaire de Hunayn nous plongent dans l'époque médiévale. Il s'agit d'une citadelle découverte par une équipe d'étudiants en archéologie. Reportage de Abdel Jabbar Ben Yahya, commentaire signé Majdet Ahmed. Découverte exceptionnelle d'une ancienne citadelle datant de l'époque médiévale à Tlemcen, dans la commune de Hunayn. Il s'agit d'une citadelle qui revient à la période des Almohades. Une équipe d'archéologues a découvert les traces de cette citadelle bordée de 4 tours et fait face à la maison du sultan du côté est. Ces ruines datent de la période médiévale qu'a connue la région de Hunayn et nous croyons qu'elles font partie d'un palais fortifié vu les tours qui s'y trouvent. Ce lieu a une importance historique et archéologique. Il sera un atout majeur dans le développement du tourisme. Nous avons découvert plusieurs traces archéologiques qu'on va étudier prochainement pour les introduire dans des articles et permettre ainsi à tous les chercheurs et ceux qui s'intéressent à notre patrimoine archéologique d'en savoir davantage sur cette découverte. Ce site est unique en Afrique du Nord. Il est considéré comme un trésor archéologique. C'est une nouvelle découverte et elle est d'une grande valeur. Cette découverte archéologique est très importante pour l'histoire de notre nation. Ça en dit long sur l'identité et le passé de nos ancêtres. C'est une grande découverte, surtout qu'elle est différente architecturalement et archéologiquement. Nous allons poursuivre les opérations des fouilles pour d'autres découvertes.
Les fouilles vont se poursuivre au niveau de ce site qui occupe un emplacement stratégique dans la ville de Hunayn. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de belles vacances.